Hugues Defoy, bonsoir. Vous êtes directeur pôle métier de l'AGEFIP. L'AGEFIP, c'est l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. On vous a invité parce que toute la semaine dernière s'est tenue la 20e semaine de l'emploi pour les personnes handicapées. Ça reste particulièrement difficile quand on est en situation de handicap de trouver un emploi, plus que pour les valides? Ça reste plus difficile puisqu'on a un taux de chômage des personnes handicapées qui est effectivement plus élevé que celui des personnes valides. 2 fois plus élevé. 2 fois plus élevé, on va dire en taux d'emploi, oui, on est à 10% sur les personnes valides, on est à 18% pour les personnes handicapées, donc oui, c'est plus compliqué. Les handicapés, c'est 10% des chômeurs, c'est près de 500 000 personnes. Qu'est-ce qu'on entend par handicap? C'est pas uniquement la personne sur un fauteuil roulant. Alors, il y a 2 dimensions qu'il faut avoir en tête. C'est effectivement des types de handicap qui sont très variés, très vastes. Donc, bien sûr, ce n'est pas que la personne en fauteuil roulant. Et puis, ce sont des personnes qui sont, pour pouvoir les comptabiliser, elles sont reconnues administrativement, ce qu'on appelle bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Parce que vous savez qu'il y a une obligation d'emploi en France, 6% pour les établissements de plus de 20 salariés. Donc effectivement, une personne en situation de handicap, au sens où on la comptabilise dans l'obligation d'emploi, elle a une reconnaissance administrative du handicap, c'est-à-dire une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une pension d'invalidité, une carte d'invalidité. Donc ça, ce sont les personnes en situation de handicap. Et après, ça recouvre effectivement une réalité très vaste, une typologie de handicap très vaste. Il y a des handicaps lourds, visibles, mais 80% des handicaps ne se voient pas. On peut avoir un problème lombalgique et être reconnu travailleur handicapé. On peut avoir une allergie. Si vous êtes boulanger et que vous êtes allergique à la farine, finalement c'est un exemple peut-être un petit peu bateau, mais vous avez un problème, vous avez une pathologie qui vous empêche de travailler. Donc vous pouvez être reconnu travailleur handicapé. Après, si on vous reclasse sur un métier effectivement compatible avec votre handicap, vous n'êtes plus considéré comme reconnu. handicapé. Voilà, exactement. En tous les cas, il y a ce chiffre qui est frappant pour dire qu'on est tous potentiellement concernés parce que 85% des handicapés ne sont pas nés handicapés, ils sont nés valides et ils le sont devenus. Alors à la suite de quoi? D'un accident de la route, d'une maladie? Effectivement, 15% des handicaps sont des handicaps de naissance et après, en fonction des accidents de la vie, des accidents de la route, puis on a aussi évidemment le vieillissement de la population, l'allongement des durées des carrières professionnelles. Donc oui, potentiellement, tout un chacun est concerné. Il faut bien entendre, on vient de se le dire, une maladie chronique évolutive peut faire l'objet évidemment d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc oui, potentiellement, nous sommes tous concernés. Oui. Alors, accident de la route, je vous propose, Hugues Defoy, de regarder ce reportage d'un salarié qui travaille dans le BTP, qui a eu un accident de la route, il se retrouve en fauteuil roulant, et vous allez le voir, son entreprise de BTP a aménagé une grue pour que ce salarié puisse continuer à travailler sur les chantiers. On regarde. Pour travailler, je déplie la grue, je m'attache avec le harnais. Et après j'ai une télécommande qui me sert à piloter la grue. Je me suis reconverti malgré mon handicap, mais bon, je fais toujours le métier que j'aime. Je travaille toujours avec les engins, c'est ça qui est le principal. Ça m'a boosté dans toute ma rééducation, de savoir que dès que je sortais, je pouvais revenir travailler. Ouais. C'est un très bon conducteur d'engin. Il y a certes des contraintes. Aujourd'hui, je les prends en compte au quotidien. Du coup, elles font partie du quotidien. Du coup, elles ne me gênent absolument pas. Et elles n'ont pas de conséquences sur la productivité? Pas du tout. Pas du tout. Aucune conséquence. Il est autant rentable que mes autres chauffeurs. Voilà. Il n'y a pas de différence. Aucune conséquence parce que ces travaux d'aménagement ont été financés grâce à vous. Bien sûr. Hein, à hauteur de... Aucune conséquence parce qu'on a pris en compte le besoin et on a apporté une réponse sur mesure avec probablement l'intervention d'un ergonome qui est venu sur le poste de travail, voir de quoi ce monsieur avait besoin et on a financé cette expertise qui permet d'identifier la solution et ensuite on a financé tous les surcoûts qui découlent finalement de la mise en place de cet aménagement, de ce qu'on appelle dans notre jargon aménagement de la situation de travail. Parce que la tentation, est-ce que c'était pas pour ce patron de se dire bon bah les chantiers c'est fini pour toi, on va te mettre dans un bureau où il aurait probablement végété et peut-être à terme quitté l'entreprise et peut-être était-ce le souhait profond du patron? Non, c'est une question que je vous pose. Hein. Ça peut être une tentation, mais c'est pour ça qu'on met en place des opérateurs qui sont en appui des entreprises, justement, pour aider
lorsqu'on a une situation de cette nature-là, c'est-à-dire quelqu'un qui potentiellement peut être inapte à son poste de travail, l'idée c'est d'identifier une solution et effectivement de la mettre en œuvre. Et ça, c'est évidemment parfois un peu complexe comme conduite de projet. Donc on va faire appel à des experts qui sont là pour aider les entreprises. Alors les freins, on imagine, ne sont pas que financiers pour réinsérer les handicapés dans la vie professionnelle. Est-ce que ce n'est pas tout simplement les salariés qui n'ont pas forcément envie, par méconnaissance, d'avoir comme collègue de bureau à côté de soi une personne qui est un peu différente parce qu'elle est handicapée, elle peut... Non. Les freins, c'est tout un chacun, c'est vous, c'est moi, c'est... Je m'incluais volontiers dedans. Quelle est la perception que finalement nous avons du handicap? Alors effectivement, un collectif de travail, demain on vous dit vous travaillez avec un collègue handicapé, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on se pose des questions, donc là aussi on a des actions qui permettent d'y répondre. Il faut créer des espaces de réflexion, répondre à ces questions. Il faut former, il faut sensibiliser, il faut informer, il faut former les managers aussi. Parce que les patrons aussi, les managers peuvent avoir des... Mais est-ce qu'au fond on n'est pas finalement face à la même problématique que quand il s'agit d'embaucher des gens qui ne vous ressemblent pas, que ce soit des gens qui ont une autre culture, une autre couleur de peau, qui sont plus âgés, qui sont obèses, etc. Est-ce que vous n'êtes pas confronté finalement à un problème de discrimination? Ben oui, bien sûr. Le handicap, ça fait partie de la lutte contre la discrimination. On est sur les politiques diversité, responsabilité sociale des entreprises. Et bien sûr, on continue d'agir pour lutter contre des stéréotypes et des idées reçues. Par exemple, quelqu'un en situation de handicap est moins productif que quelqu'un de valide. C'est pas vrai, puisque si on aménage son poste, et parfois même, il n'y a même pas d'aménagement à faire. Après, c'est même parfois l'inverse, puisque quelqu'un qui est en situation de handicap peut développer une motivation particulière. On se l'a dit tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué pour trouver du travail pour une personne handicapée. Donc, quand elle a un job, généralement, elle fait tout pour le garder. Et puis, aussi, quelqu'un qui a un handicap, c'est quelqu'un qui a développé une capacité d'adaptation, une capacité d'organisation. Et ça, c'est important pour les entreprises, pour l'agilité des entreprises. Vous êtes en train de dire qu'une personne handicapée, non seulement peut avoir une motivation supérieure, mais en plus peut avoir développé des compétences particulières du fait de son handicap qui pourraient la rendre plus productive qu'un salarié lambda dans l'accomplissement de sa tâche? Plus productive, plus créative. Vous avez des exemples? Et en tout cas, vous le disiez, on a parfois peut-être tendance à recruter un peu les gens qu'on connaît. On est un peu entre soi. Vous avez fait telle école, vous recrutez quelqu'un qui... Ben non, justement, une organisation agile, c'est une organisation qui est composée de personnes diverses, variées, avec des parcours. Les personnes en situation de handicap ont des ruptures dans leur parcours, donc elles développent une capacité d'adaptation, une capacité d'organisation. Donc ça, c'est important pour les entreprises. On le disait, 85% des personnes handicapées l'ont été suite à des accidents de la vie. Ce qui veut donc dire, quand vous vous retrouvez handicapé, finalement, le monde s'écroule parce que, un, il y a le handicap à gérer. Et deux, il y a, mais je le découvre je le découvre pas, mais il y a le risque d'exclusion sociale, qui est peut-être, c'est la double peine, quoi. Oui, et surtout, il faut pas se laisser, entre guillemets, abattre, et il faut surtout considérer que les choses sont possibles. Les choses sont possibles parce qu'on développe, justement, des outils. On met en place des experts sur les territoires, on a des réseaux d'accompagnement, le réseau Cap Emploi qui est un réseau spécialisé. Il ne faut pas se laisser abattre parce que vous voyez des personnes en situation qui se retrouvent handicapées et qui sont totalement abattues, qui n'arrivent pas à se... Il faut surtout pas, il faut pas se laisser abattre, mais il faut surtout ouvrir le champ des possibles. Il ne faut pas considérer que tel ou tel poste n'est pas accessible parce que je suis en situation de handicap. Au contraire, d'ailleurs, c'est l'esprit de la loi. La loi de 2005 qui a boosté l'emploi dans les entreprises. Elle pose un principe de non-discrimination qui dit aucun poste ne doit être fermé à une personne en situation de handicap. Donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter à s'orienter aussi sur des filières qui, a priori, on n'aurait pas idée de travailler dans le secteur du luxe, on n'aurait peut-être pas idée de travailler dans le secteur de l'aéronautique. On a des exemples qui montrent qu'on y arrive. Merci beaucoup Hugues Defoy, donc directeur du pôle métier de l'AGEFIP, donc qui vient aider au financement pour l'insertion des personnes handicapées. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. L'électorat catholique se retrouve au cœur du second débat de la primaire de la droite, puisqu'Alain Juppé accuse François Fillon d'incarner le retour d'une droite extrêmement traditionnaliste, dit-il, et conservatrice sur le plan des mœurs. C'est dans l'air est intitulé ce soir Fillon-Juppé, la bataille des valeurs.